Emmanuel Attias, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Haïk, Boker Tov à tous les auditeurs de Studio Kalita. Merci d'être avec nous ce matin de Marseille. Excusez-nous de vous avoir réveillé de si bon matin, mais je pense que la journée est assez importante. On peut même peut-être parler de journée historique avec ce double scrutin donc en Turquie, avec ces élections présidentielles, à la fois présidentielles et législatives en Turquie. Un scrutin, on va dire, aux enjeux est particulièrement important. Alors, essayez de nous définir quels sont les véritables enjeux de ce scrutin d'aujourd'hui pour près de 60 millions de Turcs aujourd'hui. Alors, effectivement, aujourd'hui sont appelés à voter 56 millions de Turcs de Turquie, 3 millions d'étrangers, dans un double scrutin inédit pour l'histoire de ce pays, puisqu'il y a à la fois les législatives à un tour et les présidentielles à 2 tours, dans le cas où aucun candidat ne parviendrait à s'imposer avec les 51% nécessaires dès le 24 juin. Donc il y a un enjeu majeur parce qu'effectivement Erdogan essaye de faire un doublé gagnant en récupérant une chambre dans un système qui aujourd'hui est monocaméral, une chambre qui lui serait totalement acquise à sa cause, dans une période de doute où effectivement il a perdu une partie de ses atouts politiques au cours des derniers mois et notamment après le putsch de 2016. Et puis aussi la volonté d'exprimer enfin un poste présidentiel qui a été taillé pour lui selon des institutions qu'il a concouru à créer au cours de ces 2 dernières années. Alors, est-ce qu'il est possible, alors je vais vous poser des questions que l'on pose en général dans ce genre de circonstances, tout en sachant que la situation en Turquie est tout à fait particulière. Est-ce qu'il est possible, par exemple, d'abord que Tayyip Erdogan soit élu et que son parti, le parti de la justice et du développement, eh bien, ne parvienne pas à avoir de majorité et ne puisse pas lui permettre de gouverner? J'imagine que cela serait assez peu probable. Dans la mesure où effectivement tout a été fait du point de vue des élections pour obtenir ce doublé gagnant, comme je l'expliquais à l'instant. Il est en posture délicate pour la présidentielle. Il est également en posture délicate pour l'obtention d'une majorité aussi importante que celle qu'il avait. C'est ça, son parti s'est affaibli. Élections. Le parti aujourd'hui peine à récupérer le souffle qui a permis de galvaniser l'AKP pendant la première décennie des années 2000. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire il y a plus de chances que Erdogan soit élu que son parti ne se renforce. Probablement. Après, est-ce qu'il a autant de chances qu'on le prétend d'être élu? C'est la question qui se pose. Parce qu'il il y a plusieurs candidats. Véritables. Voilà, il y a plusieurs candidats, mais surtout, chose inédite dans l'histoire de la Turquie actuelle, ces candidats ont décidé, malgré leurs divergences de point de vue, d'organiser une contre-attaque assez importante, à savoir effectivement de créer une alliance dans le cas d'un second tour, c'est-à-dire qu'au premier tour, effectivement, les 4 grands partis ont décidé de concourir pour eux seuls. Donc on a le parti de la République du Peuple, le CHP, qui est de tendance kémaliste. On a le bon parti, le İYİ Partisi conservateur, le parti démocrate, qui est de centre-droit, lui aussi conservateur, et puis de manière plus étrange, des islamistes, le parti de la félicité, le Saadet Partisi, qui au départ était favorable effectivement à Erdogan et qui a fait scission en 2002. Eh bien, ces 4 partis ont décidé effectivement d'opter pour le désistement dans le cas d'un second tour en début juillet pour permettre à un candidat qui se dégagerait d'obtenir toutes les voix nécessaires pour faire obstacle à la poursuite d'une présidentielle dure de Tayyip Erdogan et de l'AKP. Alors, d'abord, est-ce que Erdogan a une chance de passer au premier tour? Probablement pas. Il a été mis en difficulté lors des dernières élections, donc il avait réformé le système qui jusqu'alors était un système parlementaire, donc avec un Premier ministre. Oui. Il a fait en sorte de le transformer en système présidentiel. En 2014, il a organisé les premières élections de l'histoire de la Turquie de type présidentiel. Il a été élu avec une très courte majorité, un peu plus de 51%, donc juste ce qui suffisait pour effectivement passer. Alors certains observateurs occidentaux ont douté effectivement de la véracité de cette élection parce que Erdogan fait tout pour organiser aussi les élections à sa faveur. Oui.
Il y aura des observateurs, il y aura pour faire de ces élections des élections, on va dire, officielles, reconnues, ou non? Alors, il y aura plus de 500 000 observateurs à travers toute la Turquie, mais il y a des endroits où, effectivement, pour des raisons sécuritaires, Erdogan a fait en sorte de bloquer la possibilité de s'y rendre. Il a aussi mis en place un système de réorganisation des bureaux électoraux qui pose problème aujourd'hui à l'Europe, puisque c'est une entrave à la démocratie. Dans un cadre sécuritaire, il se donne le droit par décret, ce qu'il fait depuis un certain nombre de mois, effectivement, de réorganiser la carte électorale jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que dans les provinces du Sud, où effectivement il y a une opposition kurde, avec des candidats qui, eux, pour le coup, n'ont pas décidé de rentrer dans l'alliance, donc le parti kurde qui est assez puissante dans la région de Diyarbakır, Tunceli, eh bien, il pourrait effectivement décider au dernier moment d'interdire à certains bureaux de vote d'ouvrir, ce qui contraindrait dans certaines zones, effectivement, à certaines personnes de parcourir jusqu'à 150 km pour aller voter. Alors on imagine bien que dans des régions majoritairement rurales où la population se déplace encore en attelage à chevaux, c'est quelque chose de totalement inimaginable. Donc il organise en fait la politique à la faveur de ce qu'il espère. Il souhaite effectivement être réélu et il va tout faire pour obtenir cette réélection. Alors, il y a une question, parce que au-delà il y a effectivement les petites provinces qui sont extrêmement rurales, mais il y a les grandes villes. En fait, j'étais il y a quelques mois à Istanbul et j'étais assez stupéfait de l'opposition que suscite Erdogan dans les milieux, on va dire, dans les milieux aisés, dans les milieux d'affaires à Istanbul. Et la question que je pose, comment on explique que finalement, malgré tout, c'est-à-dire même s'il est devenu le roi de la manipulation, eh bien comment il parvient finalement à se faire élire alors que la situation économique en Turquie est assez difficile et donc on va dire les hommes qui ont les moyens, en fait, ceux qui semblent avoir le pouvoir de l'argent, eh bien ne semblent pas obligatoirement être automatiquement derrière lui. Alors, il y a effectivement un double problème. Les Turcs ont attribué, effectivement, ont crédité le parti islamo-conservateur d'Erdogan d'avoir triplé le PIB depuis 2002. C'est indéniable, effectivement. L'économie s'était renforcée, s'était améliorée au cours de la première décennie des années 2000. Mais elle commence à pâtir de cet état de grâce auquel s'étaient habitués les Turcs entre 2002 et 2010, 2011, on va dire, puisque parallèlement, la dette aussi avait été multipliée par 3. Et donc il y a un moment où effectivement on ne peut pas continuer à travailler sur une monnaie de singe. Donc l'économie s'est considérablement affaissée au cours des derniers mois, ce qui nuit au pouvoir de l'AKP. On enregistre une perte d'1/5 de la valeur de la livre turque depuis janvier dernier. Aujourd'hui, on est à un taux d'inflation d'environ 12%, ce qui est approximativement 12 fois supérieur à celui d'un pays comme la France. Donc, du point de vue économique, c'est peut-être l'atout majeur sur lequel jouait jusqu'à présent l'AKP et sur lequel Erdogan ne va plus pouvoir compter. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, il y a des entrepreneurs qui sont du côté islamiste, mais en raison de gros problèmes de corruption, plusieurs ont été inquiétés par la justice. Il y en a un notamment qui a fait beaucoup de tort à Erdogan, dans un pays où le foot et la politique sont inextricablement liés. L'accusation en 2012 de corruption de Yıldırım, donc de Aziz Yıldırım, qui est le président du Fenerbahçe, le club sportif, l'un des 3 principaux clubs sportifs d'Istanbul auquel est affilié le président de l'AKP, Erdogan, a été mis en cause dans une affaire de corruption très grave et ça a conduit son président en prison pendant 1 an. Eh bien, le 3 juin dernier, ce président, après un très grand nombre d'années à la tête du club du Fenerbahçe, qui est de tendance islamo-conservatrice, n'a pas été réélu, et ce au profit d'un entrepreneur d'une famille kémaliste très célèbre qui s'appelle Ali Koç. Et donc certains observateurs occidentaux disent qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer actuellement, parce que la politique se voit très facilement dans justement ces équipes de football qui ont toute une coloration politique. Ouais, ça pourrait être un indice défavorable pour Erdogan. Ah bah c'est évident, le Fenerbahçe est un club de tradition islamiste, contrairement par exemple au Beşiktaş qui est du côté de l'Istanbul européenne, de l'Istanbul occidentalisé, kémaliste.
Donc, si effectivement le Fenerbahçe, qui est un allié solide d'Erdogan, tombe aujourd'hui aux mains d'un kémaliste, on peut supputer qu'effectivement les élections ne se déroulent pas comme l'a prévu le dictateur turc aujourd'hui. Du moins, on l'espère. Un mot, alors je disais tout à l'heure en vous présentant, je disais que vous êtes historien. Un mot sur la communauté juive de Turquie. Vers où vont ces sympathies aujourd'hui dans ce genre d'élections? Parce que, comme je le disais, j'étais en Turquie il y a quelques mois et j'ai eu le sentiment qu'il y avait deux approches. Il y avait, on va dire, les gens de la communauté, ceux que l'on trouve dans les synagogues, qui ne sont pas obligatoirement opposés ou qui ne veulent pas, en tout cas, s'exprimer contre Tayyip Erdogan. Et il y a, on va dire, les juifs plus aisés qui appartiennent, on va dire, au courant dans le monde des affaires et qui, eux, sont assez virulents à son égard. C'est exact de présenter les choses comme ça? Et quelle est la position de la communauté juive de Turquie aujourd'hui face à Erdogan? D'une certaine manière, effectivement, la position de la communauté turque pourrait être comparée à celle qu'on voit en Iran. C'est-à-dire une communauté qui, pour l'instant, n'est pas trop inquiétée dans ses avantages. Beaucoup de juifs turcs vivent dans des résidences privées, fermées, avec gardiens, dans les quartiers, par exemple, à Istanbul, au nord d'Istanbul, il y a dans l'agglomération un quartier très connu qui est celui de Tarabya, au nord de l'agglomération, où un très grand nombre de juifs vivent, mais c'est un îlot. On pourrait comparer ça à la situation des îlots fermés, des gated communities du Brésil. C'est-à-dire qu'ils ont conscience effectivement d'être dans un pays où leur sécurité aujourd'hui est mise à mal, mais d'être dans des secteurs où ils restent protégés, avec cet amour immodéré pour une terre, et peut-être de moins en moins pour un peuple. Beaucoup de ces juifs, effectivement, sont des descendants de la période de l'Inquisition espagnole, qui sont arrivés en 1492, d'autres sont arrivés au XVIe siècle, après avoir transité par l'Italie ou la Grèce ou les Balkans de manière générale. Et ces gens donc, ont une histoire turque véritable, une histoire de 5 siècles, bien souvent, dont ils ont du mal à se départir. Donc le départ est difficile. J'en connais un certain nombre qui ont fait en sorte d'obtenir, lorsque cela leur a été proposé, d'obtenir la nationalité espagnole, plus récemment aussi la nationalité portugaise, donc une manière de devenir européen, quitte à devoir quitter précipitamment le pays, si effectivement des lois scélérates venaient à être votées contre les minorités, comme cela a pu être fait par le passé, dans les années 50. Il y avait eu un pogrom antisémite et antichrétien qui avait été accompagné du départ massif d'un grand nombre de juifs et de chrétiens. On n'est pas à l'abri, effectivement, et les juifs préfèrent rester, effectivement, on va dire, sur la réserve pour éviter d'avoir à exprimer devant des médias ce qu'ils pensent, parce que ce serait un risque pour leur sécurité, ce serait un risque aussi pour la communauté. Donc, peut-être que la consigne n'a pas été donnée clairement, mais disons qu'elle est implicite. On évite de parler de politique devant des médias lorsqu'on est un juif ou un chrétien à Istanbul ou à Izmir. Alors une dernière question, on sait que l'un des rêves de Tayyip Erdogan, c'est de redevenir, de devenir une sorte de sultan de l'empire turc, de l'empire ottoman. Est-ce qu'il a une chance quelconque de le devenir, et d'une manière ou d'une autre, finalement, qu'est-ce qu'il pousse là, alors que, si vous voulez, au niveau religieux, on a le sentiment qu'il est le défenseur d'une ligne extrêmement radicale, d'un islamisme extrêmement radical. Quelles sont ses chances, alors, et que cette approche le coupe, on l'a vu, de beaucoup de ses voisins et de beaucoup de partenaires potentiels, en particulier en Europe. Quelles sont les chances d'Erdogan d'aboutir à ce rêve qu'il formule régulièrement? Alors on peut dire que Erdogan envisage les choses de manière très multiple, et c'est ce qui lui a permis effectivement de remporter les élections au cours de ces 16 dernières années. Il s'est imposé comme une personnalité incontournable, même s'il s'essouffle aujourd'hui. Il a encore des atouts importants de son côté. Il a réussi en fait, contrairement à ce que l'on peut penser, il n'a pas isolé son pays. Au contraire, il a créé suffisamment d'alliances pour lui permettre de rebondir, même dans les cas de crise, soit avec Israël, soit avec l'Iran, soit avec la Syrie plus récemment, ou encore avec l'Union européenne de manière assez fréquente. Il a la possibilité systématiquement de répondre aux attentes de son peuple et de dire, mais regardez, nous sommes le centre du monde. Effectivement, la Turquie, n'ayant pas obtenu depuis 1963, date de la du premier dépôt de candidature pour l'adhésion à la CE, eh bien,
La Turquie a tout fait pour rentrer dans l'organisation de la conférence islamique, donc avec les pays arabes majoritairement. La Turquie est aussi l'un des pays décisionnaires de l'organisation de coopération économique, ce qui lui permet d'être en lien avec l'Asie centrale et l'Iran. Mais aussi, elle est à la tête du Conseil turcique, donc qui lui permet effectivement d'avoir une vue générale et un impact sur le monde turc centra-asiatique jusqu'à la Chine, avec des déclarations frappantes. C'est l'un des seuls qui se le permet. En 2009, on se souvient qu'il avait accusé la Chine de ne pas intervenir dans le massacre qui s'opérait au Xinjiang, là où vivent des Turcs ouïghours. Donc, c'est-à-dire qu'il a une volonté, effectivement, comme un sultan impérialiste, de défendre toutes les populations turques ou turciques, où qu'elles se trouvent dans le monde, depuis l'Albanie en Europe jusqu'à la Chine en Asie, avec ce côté hégémonique, totalisant, de dire, eh bien, la Turquie a la possibilité de vous défendre, la Turquie est partie prenante de tous les intérêts turcs avec un K, c'est-à-dire cet ancien peuple qui s'était divisé au 8e siècle de l'ère chrétienne. Donc, cette possibilité, effectivement, d'intervenir sur tous les points chauds du globe dès lors qu'un Turc est mis à mal. Alors, dernière question, les résultats, on les connaîtra quand exactement ? Difficile à dire. Ça va prendre quelques jours, non ? Les choses sont presque scellées parce qu'effectivement, il y a des régions dont on n'obtiendra pas des résultats fiables, notamment la zone de guerre du sud anatolien, donc toute la partie kurde, où probablement les votes vont être truqués, c'est très probable, comme lors des élections précédentes. Les territoires orientaux, donc la région de Van, Kars, Erdahan, des territoires anciennement arméniens, où la population est excessivement pauvre, où les moyens de transmission sont très limités, Internet n'y est pas encore particulièrement inscrit dans le semi-urbain. On va dire que ce qui compte principalement, c'est effectivement l'orientation de la Turquie d'Europe, avec ses 15 à 17 millions d'habitants. Istanbul donnera la tendance. Voilà. Et puis Izmir dans un second temps, puisque Izmir est de tradition plus kémaliste. Donc, lorsque les 2-3 grandes villes du pays, Istanbul, Izmir et Ankara, auront fourni leurs chiffres, on pourra estimer qu'effectivement la partie est plus ou moins jouée. Ok, eh bien, merci beaucoup Emmanuel Attias de nous avoir éclairé sur ces élections en Turquie aujourd'hui, ces élections particulièrement importantes en Turquie. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de la Turquie. C'était très important et intéressant de parler avec vous de ce pays que l'on ne connaît, dont on est proche géographiquement en Israël, mais que l'on ne connaît pas suffisamment. Merci d'avoir été avec nous et peut-être que nous aurons l'occasion de vous reparler dans le courant de la semaine pour essayer de commenter d'éventuels résultats de ces élections. Merci et à bientôt. C'est moi qui vous remercie et une très bonne journée. Shavua Tov aux auditeurs de Studio Kalita. Au revoir. Merci. Voilà, il est 8h46 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec notre invité de l'éditorial qui s'appelle Élie Berdugo et nous parlerons avec lui de la journée de la musique qui s'est tenue à Givat Shmuel il y a 2 jours à peine et nous en parlerons avec lui.